Salut et bonjour à tous, c'est Frédéric, bienvenue de retour sur la French Connection. Je m'excuse, je n'ai malheureusement pas été dans la possibilité de faire des vidéos en français depuis les 3 dernières semaines. J'ai alloué mon temps à l'enquête, une enquête internationale qui m'oblige à parler avec des protagonistes, que ce soit en France mais aussi à l'étranger. Simplement des gens qui ont travaillé dans le modèle du mannequinat, des gens qui ont tout simplement, pour certains d'entre eux en tout cas, passer du temps avec Jean-Luc Brunel. Ce que j'essaye tout simplement de faire, c'est de comprendre pourquoi le volet français de l'affaire Epstein n'avance pas. On patauge, les victimes sont agacées et puis bien sûr la communauté internationale commence à pointer du doigt l'enquête française en disant que c'est absolument inadmissible que le parquet de Paris, l'OCRVP, n'arrive pas à nous donner plus d'informations concernant l'implication de Jean-Luc Brunel, mais aussi le statut des victimes qui auraient été, d'une manière alléguée en tout cas, abusées sur le territoire français. Tout ça, c'est des questions légitimes. On est en train de regarder tout ça, on échange nos informations, les enquêteurs aux États-Unis, en Angleterre et en France. On essaye de mieux comprendre ce qui s'est passé. Restez avec nous en tout cas. Merci pour ceux qui m'ont suivi, merci ceux qui m'ont supporté, même sur mes interventions en anglais sur la chaîne de Sean Atwood. Je vous remercie du fond du corps parce que c'est vous qui me permettez de rester motivé, c'est vous qui me permettez tout simplement de pouvoir aussi faire du bruit sur YouTube. Donc merci à vous tous. Allez, tout de suite, je vous emmène à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, là où Epstein avait son ranch, qu'on appelle le Zorro Ranch. Je vais vous parler, en tout cas, faire un gros plan sur ce qui s'y passait et en tout cas, les gens qui gravitaient autour d'Epstein à cette époque. On va y apprendre beaucoup d'informations. Restez avec nous. Allez, c'est parti. Tout de suite, penchons-nous sur l'acquisition du Zorro Ranch. Il faut savoir que Jeffrey Epstein l'avait acheté en 1993 à Bruce King. Il l'avait tout simplement acheté au gouverneur de l'époque, le gouverneur du Nouveau-Mexique, l'État du Nouveau-Mexique aux États-Unis. C'est marrant, c'est que 1993, c'est l'année où Bill Clinton va être élu président. Il faut savoir que dans les débats, les fameuses discussions concernant le passage du NAFTA, qui est le traité, le libre-échange, le traité du libre-échange nord-américain, il s'était en tout cas entouré de gens du Nouveau-Mexique, dont un certain Jim Baca, mais aussi Bill Richardson, qui viendra lui-même en 2002 et en 2006, le gouverneur de l'État du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Alors, Jeffrey Epstein était connu pour comme quelqu'un de généreux. C'était quelqu'un qui n'avait absolument aucun problème à arroser les politiciens, les supporter dans leur campagne électorale, les supporter financièrement, puisqu'il donnera 50 000 $ à Bill Richardson en 2002, et puis pour sa réélection, il lui redonnera 50 000 $ en 2006. Alors, il faut savoir que Bill Richardson n'était pas simplement la seule personne à bénéficier de la générosité de Jeffrey Epstein. Il faut savoir que Epstein, surtout dans les années 2006 jusqu'à 2014, avait sorti le carnet de chèques. Il avait arrosé aussi Gary King, un des 2 fils de Bruce King, la personne dont il avait acheté la propriété pour bâtir le Zorro Ranch en 1993. Gary King va se présenter comme avocat général en 2006, mais aussi en 2014, et à 2 reprises, Jeffrey Epstein va en tout cas financièrement l'aider. Jeffrey Epstein va aussi supporter Jim Baca, qui était le commissaire au cadastre, aux terres, celui qui tout simplement signait les permis. Vous ne pouvez pas acheter de terre dans le comté de Santa Fe, vous ne pouvez pas acheter de terre au Nouveau-Mexique sans que vous ayez l'apposition et en tout cas l'accord de Jim Baca. Et puis la 4e personne qui va recevoir de l'argent de Jeffrey Epstein, c'était quelqu'un qui s'appelait Greg Solano, c'était tout simplement le shérif de Santa Fe. Alors j'aimerais simplement vous énumérer un certain nombre de faits, des faits qui se sont passés durant 1999 jusqu'à 2004, même voire beaucoup plus. En tout cas, on a des témoins. Je commencerai par parler de la déposition de Virginia Giuffre de 2009, une déposition que Virginia Robert Giuffre avait faite à l'encontre de Jeffrey Epstein. On va y apprendre un montant d'informations assez important puisqu'elle va nous révéler que Jeffrey Epstein tout simplement l'avait transformée en tant qu'esclave sexuelle. Elle était obligée d'assouvir en tout cas Jeffrey Epstein, son appétit sexuel qui est
C'était très important d'après ce qu'on comprend. Et puis aussi, Jeffrey Epstein va lui demander plusieurs choses. La première chose, il va lui demander de lui faire un enfant et que cet enfant, tout simplement, ne le gardera pas. Jeffrey Epstein le prendra en charge avec Ghislaine Maxwell d'ailleurs, et puis il lui fera une proposition de lui acheter une propriété, mais aussi de lui donner de l'argent, une allocation mensuelle qui lui permettrait en tout cas de commencer avec l'enfant avant que l'enfant lui soit retiré. Et puis la deuxième proposition que Jeffrey Epstein va lui faire, c'est tout simplement d'aller coucher avec le prince Andrew à 3 reprises, dont une fois au Nouveau-Mexique, à Santa Fe, à ce fameux Zorro Ranch. Et aussi dans cette diffamation, nous apprendrons que Jeffrey Epstein l'a poussé à avoir des relations avec Bill Richardson, qui était simplement l'ancien gouverneur de l'État du Nouveau-Mexique à Santa Fe, New Mexico. Donc voilà, tout ça, c'est des accusations, des allégations. Il y a une enquête. Il faut simplement entendre, en tout cas, et attendre de voir le résultat qu'on verra, puisque Ghislaine Maxwell attend son procès au mois de juillet 2021. Et j'espère qu'en tout cas, on va pouvoir avoir l'occasion d'avoir des confirmations avec les différentes enquêtes qui sont menées sur le territoire français, américain et anglais. Alors, il faut savoir que Bill Richardson, l'ancien gouverneur du Nouveau-Mexique, était quelqu'un avec une réputation assez sulfureuse, puisque dès 2008, il avait déjà été accusé, il avait tout simplement été accusé pour avoir trompé les contribuables, il avait tout simplement détourné de l'argent des caisses de l'État pour subventionner son parti politique, mais aussi, on nous dira, pour payer des repas coûteux, mais aussi des on appelle ça des faveurs sexuelles pour tout simplement son appétit sexuel soit assouvi. Eh bien, on prenait l'argent du contribuable et on payait pour qu'il puisse aller s'envoyer en l'air avec des mineurs. Alors je vous rassure tout de suite, en France, on a le même calibre, on a les mêmes Olibrius, rien ne change, ça se répète n'importe où que vous soyez dans le monde. Et puis, je ne vais pas oublier notre ami, notre prince Andrew, puisque lui qui disait qu'il n'était jamais allé au ranch de Nouveau-Mexique, tout simplement, il va se faire prendre au piège, puisque une certaine Deidre Sutton, qui avait travaillé pour Epstein, qui travaillait tout simplement au ranch d'Epstein, confirmera que, en effet, le duc de York venait bien se rendre régulièrement au ranch, au Zorro Ranch au Nouveau-Mexique. Elle se rappelle même d'ailleurs une anecdote qu'on lui avait demandé de lui faire du thé parce que pour améliorer ses performances sexuelles. Je ne vais pas élaborer sur ce sujet-là. Tout simplement, la seule chose que je peux vous dire, c'est que le Prince Andrew et Bill Richardson étaient très potes. Ils étaient très amis puisqu'ils avaient des affaires ensemble. Il faut se rappeler qu'à l'époque, une des fonctions du Prince Andrew, c'était tout simplement de promouvoir le commerce extérieur et certainement, il voulait accélérer cette relation entre l'Angleterre et l'État du Nouveau-Mexique. Assez intéressant, bien sûr, d'utiliser ces fonctions. Pourquoi pas, en tout cas, s'envoyer à l'air avec des gamines au ranch de son pote au passage. Alors, il faut savoir que Jeffrey Epstein, depuis 1993, fait des allers-retours avec dans l'État du Nouveau-Mexique. Et puis, bien sûr, après ce fameux plaidoyer, cet accord de plaidoyer qui avait été accordé par Alec Acosta, après qu'il avait été accusé et donc bien sûr inculpé de sollicitation de prostitution auprès de mineurs, il va devoir se déclarer en tant que délinquant sexuel, ce qu'il fera d'ailleurs. Il se déclara le 17 août 2010 en tant que délinquant sexuel auprès du bureau du shérif de Santa Fe. Et puis le 19 août, c'est-à-dire 2 jours plus tard, le shérif de Santa Fe, M. Solano, qui recevait un petit peu de pognon d'Epstein, déclara à Epstein, vous n'avez pas besoin de vous enregistrer puisque la loi du Nouveau-Mexique dit que vous pouvez avoir des relations sexuelles avec des gamines à partir de l'âge de 17 ans. Donc c'est open bar, Epstein est vraiment et a trouvé en tout cas un endroit idéal pour lui puisqu'il peut tout simplement faire ce qu'il veut et puis il n'a pas besoin de s'enregistrer en tant que délinquant sexuel. Le paradis pour Epstein certainement. Et puis on va continuer avec les informations qui me paraissent importantes en tout cas à rapprocher avec le Zorro Ranch de Jeffrey Epstein. Nous nous rappellerons que dès les années 2000 en tout cas, Maria Farmer va monter au créneau en disant que
elle, mais non seulement elle, mais aussi sa sœur, qui à l'époque était âgée de 15 ans, son nom c'est Annie Farmer, tout simplement, elle nous rappellera qu'elle avait subi des molestations, des attouchements sexuels très inappropriés lors de séances de massage qui s'étaient tout simplement passées lors de ses visites, des invitations que Epstein lui avait fait. Et tout ça, ça avait été, en tout cas, ça faisait partie des accusations qui avaient été portées à l'encontre de Jeffrey Epstein. Il faut savoir que les années 2000, c'est les années où le duc de York, le fameux prince Andrew, passait énormément de temps au Nouveau-Mexique puisqu'il y avait des relations, comme je vous le disais, professionnelles avec Bill Richardson et ils étaient en train de vraiment de développer leurs relations commerciales. Et puis on va continuer puisqu'on est dans les victimes. On peut parler de Chantal Davis, une autre victime de Jeffrey Epstein, qui a d'ailleurs porté plainte contre Jeffrey Epstein et contre sa succession. Elle nous raconte d'ailleurs lors d'une interview qu'elle avait donnée à CBS, la chaîne de télévision américaine, elle expliquera qu'elle avait été elle aussi violée à 2 reprises au Zorro Ranch de Jeffrey Epstein au Nouveau-Mexique. Elle nous expliquera que sous le couvert, sous le maquillage le développement de la personne, la croissance, l'amélioration, l'éducation. C'était toujours de sortes de carottes que Epstein et Ghislaine Maxwell mettaient, en tout cas, sous le nez de ces victimes en leur disant qu'ils allaient les aider, les soutenir dans leurs ambitions de carrière, dans tout simplement assouvir leurs rêves. Bien sûr, tout ça, c'était des mensonges. C'était tout simplement pour recevoir des massages, comme ils les appelaient si bien, et pour pouvoir abuser ces victimes. Ces victimes, on apprendra dans ce reportage qu'elle avait donné à CBS, tout simplement venaient de 2 manières. Certaines arrivaient par les vols commerciaux à Santa Fe, New Mexico, et puis les autres atterrissaient sur la piste privée que Epstein avait construite, puisque sa propriété était énorme, on parle d'hectares, et elles arrivaient sur les jets privés de Jeffrey Epstein. Et beaucoup d'entre elles vont subir, bien sûr, le même sort. Alors il faut savoir que beaucoup de victimes depuis tout simplement la mort de Jeffrey Epstein, mais bien avant aussi, s'étaient déjà manifestées auprès du FBI. Elles s'étaient manifestées pour expliquer qu'elles avaient subi aussi des attouchements, des abus sexuels, voire même des viols au Zorro Ranch. On a beaucoup de noms, certains on n'a pas les noms parce qu'elles veulent rester anonymes. Davis, d'ailleurs Chantal Davis nous expliquera qu'elle avait été interviewée par le FBI pendant à peu près 5 heures et ça s'était passé juste 1 semaine avant que Jeffrey Epstein soit arrêté sous charge fédérale par le FBI quand il atterrit sur l'aéroport de Teterboro au New Jersey. Ça c'est le 6 juillet 2019. Alors, je reviens très rapidement sur une date, 1996, puisque je ne l'ai pas donnée juste avant, concernant la déposition, l'affidavit que Maria Farmer avait fait à New York, où elle avait expliqué que sa petite sœur de 15 ans avait subi des attouchements sexuels, des abus sexuels au Zorro Ranch. Alors, c'était important de dénoter que ça s'est passé dès 1996. Je crois que c'est important parce que ça nous permet en tout cas de situer dans le temps, la période de temps durant laquelle Jeffrey Epstein abusait ses victimes. Et puis, on aussi continue puisqu'on a une certaine Priscilla Doe, elle n'a pas voulu donner son nom de famille, elle a voulu garder l'anonymité. Elle va tout simplement, l'anonymité, j'y arrive pas, aidez-moi, marquez-le moi, je sais pas, je me rappelle plus. Enfin, she wanted to stay anonymous. Ce que j'essaie en tout cas d'expliquer, c'est que tout simplement, entre 2007 et aussi 2010, cette Priscilla Doe va nous donner des informations dans une déposition qu'elle fera. Elle va accuser, elle va d'ailleurs porter plainte contre la succession d'Epstein et elle expliquera qu'elle aussi avait subi 2 viols consécutifs au Zorro Ranch à Nouveau-Mexique. Je pense que ici on voit très bien ce qui s'y passait. Le Zorro Ranch, comme les autres propriétés d'Epstein, était utilisé comme simplement une sorte d'appât, une sorte de piège où elle pourrait pas sortir. Si vous vous rappelez sur le Little St. James dans les îles Vierges américaines, elle se sentait prisonnières parce qu'elles sont au milieu de 4000 hectares de terre. Il y a personne à l'horizon, il y a des caméras de partout, le shérif est dans la poche, Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell sont en toute liberté de pouvoir abuser ces gamines. C'est incroyable. Alors on continue, bien sûr, quand Jeffrey Epstein n'est pas occupé à abuser des mineurs dans le Zorro Ranch, il réseaute, il va en tout cas essayer de s'initier dans un certain nombre de communautés, dont la communauté scientifique. Il va d'ailleurs donner $250 000
l'Institut de recherche de Santa Fe, le SFI. Il va fréquenter pendant une période assez longue un certain Murray Gell-Mann, qui était le cofondeur d'ailleurs de cet institut de recherche de Santa Fe. Et puis il y aura d'autres personnes qui vont en tout cas bénéficier de l'argent de Epstein, dont un certain Cormac McCarthy et aussi l'administrateur de l'Institut de Santa Fe qui s'appelait Monsieur Pierre Omidar. Je me rappelle pas de tous les noms, c'est pour ça que je lis parce que c'est beaucoup d'informations. Voilà, on continue tout simplement avec le couple nouveau-zélandais qui habitait donc de manière permanente au Zorro Ranch. C'était 2 personnes. Ces personnes-là s'appelaient Karen et le mari s'appelait Brice Gordon. Ils ont travaillé pour Jeffrey Epstein pendant un bon bout de temps. Ils y étaient depuis les années 2000 et malheureusement aujourd'hui on nous dit qu'ils sont tout simplement introuvables. Alors, il y avait des théories en disant qu'ils étaient repartis en Nouvelle-Zélande. Ma petite enquête me dit qu'ils ne sont pas du tout en Nouvelle-Zélande. Ils avaient d'ailleurs un appartement à Santa Fe qu'ils louaient, mais ils ne sont en tout cas pas sur la propriété elle-même. C'est des gens qui ont des informations extraordinaires et j'espère, d'ailleurs, je me suis d'ailleurs demandé pourquoi le FBI n'a toujours pas envoyé un subpoena, tout simplement une demande à comparaître pour pouvoir interroger ces gens-là puisqu'ils résidaient sur la résidence dans la propriété du Zorro Ranch d'Epstein. Alors, je rajoute un petit détail que peut-être qui n'a pas son importance. En tout cas, j'avais recherché, essayé de comprendre aussi qui s'occupait de la sécurité de Jeffrey Epstein au Zorro Ranch. J'ai finalement récupéré les noms. Il avait une femme et un homme qui s'occupaient de sa sécurité. L'homme s'appelait Amber Chavez et il y avait une femme qui s'occupait de sa sécurité aussi qui s'appelait Cynthia Cano. Donc voilà, enfin, c'est pas énorme comme information, mais c'est toujours important de savoir que c'est des gens qui pourraient nous donner des informations. Je pense que ça serait important de les interroger aussi. On se penche tout de suite sur quelqu'un qui me paraissait assez intéressant. C'est une dame qui s'appelle Garcia Richard. Elle est tout simplement le haut commissionnaire au foncier pour le Nouveau-Mexique, c'est-à-dire que tout ce qui est foncier, tout ce qui est appropriation de propriété, de terrain au Nouveau-Mexique, dans l'État du Nouveau-Mexique aux États-Unis, ça passe tout simplement sur son bureau. Elle est d'ailleurs responsable à part entière du dossier Zorro Ranch. C'est elle qui gère l'ensemble des documents et puis bien sûr, après les révélations qui avaient été faites concernant les abus sexuels et le trafic sexuel qu'organisaient Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell au Zorro Ranch, elle avait été dégoûtée et elle nous expliquait d'ailleurs dans une de ses interventions médiatiques qu'elle ferait son possible pour trouver des fondations juridiques afin de pouvoir déchirer les pages de ce contrat et enlever des mains cette propriété de la succession d'Epstein. D'ailleurs, elle nous explique aussi qu'elle avait coopéré avec le FBI puisqu'elle avait donné un rapport de 400 pages sur lequel elle dit d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de noms de co-conspirateurs de Jeffrey Epstein et de Ghislaine Maxwell. Affaire à suivre. Alors, il faut savoir aussi que Garcia Richard n'était pas seule puisqu'elle avait bénéficié du support de l'avocat général du Nouveau-Mexique, un certain Héctor Balderas, un caractère assez incroyable, d'ailleurs un petit peu controversé puisqu'il était très très proche, il avait énormément soutenu Bill Richardson, ils avaient des liens politiques et puis en tout cas il va nous rappeler qu'en effet il y a bien des outils légaux qu'ils peuvent utiliser afin de pouvoir reprendre, enlever les 485 hectares de propriété de Epstein, du Zorro Ranch, les enlever, s'assurer qu'en tout cas que la succession d'Epstein n'en bénéficiera pas. Alors, il faut savoir, quand je dis 485 hectares, c'est juste un des contrats, une des parcelles de Jeffrey Epstein du Zorro Ranch, surtout particulièrement en tout cas qui concerne la partie la piste d'atterrissage, mais aussi les hangars, là où il y avait les avions, les jets privés, les hélicoptères d'Epstein. La propriété est beaucoup plus grande, le domaine en tout cas fait 4000 hectares. 4000 hectares, c'est énorme, c'est énorme. Alors il faut savoir qu'on a fait un petit peu plus de recherches pour savoir où en étaient les baux, l'état des baux qui sont les contrats, les documents
officiel donnant légitimité à la succession d'Epstein pour garder accès à la propriété, être propriétaire en tout cas du domaine du Zorro Ranch. Et puis on apprend que ces baux ont été renouvelés le 1er octobre 2016, mais qu'ils sont donc dus d'être renouvelés le 20 septembre 2021. Alors là, je pense pas qu'ils vont être renouvelés pour être honnête avec vous. D'ailleurs, je prends cette opportunité pour faire une petite parenthèse en vous disant que c'est vrai que dans l'acte d'accusation, quand Jeffrey Epstein a été arrêté en 2019, au mois de juillet au New Jersey, eh ben, si on lit, si vous voulez, cet acte d'accusation, à aucun moment le Zorro Ranch ou les compagnies qui donc sont propriétaires du Zorro Ranch sont mentionnées. J'ai trouvé ça toujours assez bizarre. On est en train de presque nous dire que ça n'avait peut-être pas vraiment d'importance ce qui se passait au Zorro Ranch. Est-ce que quelqu'un aurait simplement étouffé? Est-ce que quelqu'un ne voulait pas qu'on sache ce que se passait, en tout cas ce qui se passait au Zorro Ranch? On peut se poser la question. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier que l'État du Nouveau-Mexique mène sa propre enquête puisqu'ils ont les noms des victimes, en tout cas un certain nombre d'accès au dossier qui est fourni en coopération avec le tribunal, avec les instances à New York, celles qui gèrent en tout cas l'enquête contre Epstein. Ils parlent avec le FBI régulièrement. Ils ont conduit un certain nombre d'interviews, un certain nombre d'enquêtes auprès des victimes, mais aussi auprès des gens qui ont été accusés. Beaucoup de questions ont été posées. Aujourd'hui, le secret de l'enquête, en tout cas, a l'air d'être préservé puisque très peu d'informations émanent justement de l'État, mais aussi des certains nombres d'unités, des services responsables pour tout ce qui est trafic de sexe dans l'État du Nouveau-Mexique. Il faut savoir que le trafic sexuel dans l'État du Nouveau-Mexique est quelque chose de très développé. C'est pas juste l'affaire Epstein, c'est quelque chose qui est déjà important. Il y a des gens avec beaucoup d'expérience dans le domaine-là qui sont en train d'évaluer le nombre d'informations. Maintenant, il reste simplement à avoir l'espoir qu'un son de tocsin ne viendra pas d'en haut pour essayer d'étouffer l'affaire en expliquant, comme ils avaient expliqué à Alec Acosta, que Jeffrey Epstein fait partie des services d'intelligence et qu'il ne faudrait certainement pas, en tout cas, essayer d'aller chercher trop loin. Tout ça, on va le voir. Je pense qu'on va avoir des informations. On va regarder tout ça et on va, au cours de cette enquête justement sur le Zorro Ranch, je vais vous tenir au courant. Aujourd'hui, c'est le premier épisode. Il y en aura d'autres, mais je vais en tout cas vous tenir au courant pour que vous soyez et restez informé des progrès de l'enquête. Voilà, nous arrivons à la fin de ce premier épisode. Il y en aura quelques-uns sur le Zorro Ranch. On a à peine commencé à toucher le dossier. Des informations, j'en ai énormément et je pense que ça va vous intéresser. Je finirai par simplement faire référence à un dossier, une plainte qui avait été déposée en Floride en 2015 par une femme, une jeune fille de 15 ans qui va être connue sous le nom de Jendo 15. Elle va pas donner son nom, en tout cas, elle fera une presse conférence accompagnée de son avocate, Madame Gloria Allred. Elle va expliquer en tout cas son expérience avec Jeffrey Epstein. Je vous mets un petit extrait de cette conférence de presse et je vous retrouve tout de suite après pour conclure ce premier épisode. Voilà la vidéo. Jeffrey Epstein started his targeted grooming and manipulation of me as a child when I was in New York City for a school trip. I first came into contact with an assistant of Epstein's while on a high school drama club field trip to New York City. I was invited to his home. There, his assistant took a photo of me and then later reached out to me inviting me to Epstein's ranch. I only knew Jeffrey Epstein for 5 days. During a trip to Zorro Ranch, his massive compound surrounded by government land in the New Mexico desert. Epstein took my sexual innocence in front of a wall of framed photographs of him shaking hands and smiling with celebrities and political leaders. I was only 15 years old. After, he wanted to talk with me about what had just been my first sexual experience and directed me to take time to myself that night to cry. He said that would be beneficial to my growth. After this, we had a long talk about my future goals. I told him that I wanted to go to college to study biochemistry. He said that he wanted to give me money for college. He asked me how much money I thought he should give me.
At 15 years old, living in northern Michigan with my mother, stepfather, and grandfather, I had no idea how to respond to a billionaire who had just raped me. Voilà donc un témoignage malheureusement bouleversant. On voit bien que cette jeune fille est passée par des moments très très difficiles. Je vais pas m'attarder là-dessus parce qu'on a énormément à dire. Je vais vous retrouver tout de suite dans le deuxième épisode du Zorro Ranch d'Epstein. Epstein et ses complices. Restez avec nous. Merci en tout cas pour votre support. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur tous les petits boutons qui vont bien parce qu'on a besoin de faire du bruit. L'affaire Epstein, elle est beaucoup plus grande que le volet français et c'est important en tout cas et vous allez le voir que quand je vais développer que cette affaire a des répercussions intercontinentales. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.